Qui a fait ça? Hé, Frankie! Frankie, ça va? Un gémissement parvint à l'oreille de Stanley. Il faut appeler un docteur. Donnez-moi un coup de main, vous autres. C'est ce salopard qui habite là-haut, fit une voix très distinctement. Stanley sursauta. Un projectile venait de traverser son autre fenêtre, avait heurté le store et était tombé par terre. C'était une pierre de la taille d'un gros œuf. Il entendait maintenant leur voix qui avançait dans le passage. Stanley se dit qu'ils allaient monter les escaliers et venir le chercher. Il serra les poings et tendit l'oreille vers des bruits de pas sur les marches. Mais rien ne se produisit. Soudain ce fut le silence. « Dieu merci !» dit la femme blonde d'un ton las. Le téléphone allait sonner, pensa Stanley. Voilà ce qui arriverait ensuite. La police. Il s'assit dans un fauteuil et y resta, immobile et rigide, pendant de longues minutes. La pierre devait peser 4 ou 5 kilos, pensa-t-il. En mettant les choses au mieux, l'homme avait été victime au moins d'une commotion cérébrale. Mais Stanley imaginait le crâne fracturé, le cerveau partiellement écrasé. Peut-être l'homme n'avait-il survécu que quelques minutes après le choc. Il se leva et s'installa devant sa toile. Hardiment, il prépara une couleur unique pour tout le nez, repassa sur les ombres qu'il avait barbouillées, puis s'attaqua au fond, en le recouvrant d'un vert plus sombre. Quand il eut terminé le fond, le nez était assez sec pour qu'il pût y ajouter les ombres, ce qu'il fit d'une main rapide et sûre. Il n'y avait aucun bruit. Au-dedans, ni au dehors, excepté celui de sa respiration accélérée. Il peignait comme s'il ne lui restait plus que 5 minutes à peindre, 5 minutes à vivre, avant qu'on vienne le chercher. Mais à 6 heures, personne n'était encore venu. Le téléphone n'avait pas sonné, et le tableau était achevé. Il paraissait excellent, au-delà de tout ce qu'il avait osé espérer. Stanley se sentit épuisé. Il se souvint qu'il n'y avait pas de café dans la maison, pas de lait non plus. Il aurait bien besoin d'un petit café. Il lui faudrait sortir. La peur se glissait de nouveau en lui. L'attendait-il en bas, devant la maison? Ou bien était-il encore à l'hôpital, en train de veiller leur ami agonisant? Et s'il était déjà mort? On ne tue pas un homme parce qu'il joue au ballon sous vos fenêtres le dimanche, même si on peut parfois en avoir envie. Il essaya de mettre de l'ordre dans ses idées, passa dans la salle de bain et prit une rapide douche froide, parce qu'il avait beaucoup transpiré. Il enfila une chemise bleue propre et se peigna, puis il fourra son portefeuille et ses clés dans sa poche et sortit. Sur le trottoir, il ne vit pas trace des joueurs de ballon, et personne ne parut s'intéresser particulièrement à lui. Il acheta du lait et du café chez l'Italien du coin, et en revenant il tomba sur la femme blonde d'une 40aine d'années, qui habitait à l'étage du dessus. « Mon Dieu, comme ils ont été épouvantables cet après-midi, dit-elle à Stanley. Je vous ai vu en bas discuter avec eux. Vous avez rudement bien fait. Vous avez dû leur flanquer une bonne trouille. » Puis elle agitait la tête, d'un air désespéré. « Mais je crains qu'ils ne reviennent dimanche prochain. »« Est-ce qu'ils jouent aussi le samedi ?» demanda tout à coup Stanley, par pure nervosité, car peu lui importait qu'ils jouent le samedi ou non. « Non, dit-elle d'un air hésitant. C'est-à-dire, dans le temps ils jouaient, mais maintenant c'est surtout le dimanche. Je vous le jure, un de ces dimanches, je forcerai Al à rester à la maison, pour qu'il les entende. Ça doit être encore pire pour vous, puisque vous habitez plus bas. » Elle secoua de nouveau la tête. Elle paraissait maigre et fatiguée, et un réseau complexe de rides s'étendait sous ses paupières inférieures. « Eh bien, en tout cas, je vous remercie de les avoir fait déguerpir un peu plus tôt aujourd'hui. »« Merci, » répondit Stanley, presque involontairement, comme pour la remercier de ne pas avoir mentionné ni vu ce qu'il avait fait. Ils grimpèrent les escaliers ensemble. « Et ce concierge, on peut être sûr de ne jamais le trouver dans les parages quand on a besoin de lui, » dit-elle assez fort pour que celui-ci l'entende de son appartement au premier étage, devant lequel il passait. « Et dire qu'à Noël, nous lui donnons tous de grosses étrennes. » « En effet, c'est plutôt triste, » admit Stanley avec un sourire en ouvrant sa porte. « Enfin, espérons que ça ira mieux la semaine prochaine. » « Comme vous dites,
J'espère qu'il pleuvra à verse, conclut-elle. Puis elle continua de monter. Stanley avait l'habitude de prendre son petit déjeuner dans un petit café entre sa maison et la station de métro. Et le lundi matin, l'un des joueurs de ballon, celui qui portait généralement un blue jean, se trouvait dans l'établissement. Il était en train de prendre un café avec des beignets quand Stanley entra, et il lui jeta un regard si mauvais et continua à le toiser pendant plusieurs minutes d'un air si désagréable que quelques autres clients le remarquèrent et commencèrent à les observer. Stanley demanda un café en bégayant. Le rouquin n'était donc pas mort, conclut-il. Il oscillait probablement entre la vie et la mort. Si Frankie était mort, ou au contraire, s'il était complètement remis, l'homme aux cheveux bruns aurait eu une expression différente. Stanley finit son café et passa devant l'homme pour aller payer son addition à la caisse. Il s'attendait à voir l'autre essayer de lui faire un croc en jambe, ou au moins lui dire quelque chose quand il arriverait à sa hauteur. Mais le type n'en fit rien. Ce soir-là, quand Stanley rentra de son travail, un peu après 6 heures, il y vit deux des joueurs de ballon, le brun, de nouveau, et l'un des types bedonnants, qui avait l'air d'un catcheur en costume de ville, debout de l'autre côté de la rue. Ils le regardèrent avec insistance pendant qu'il entrait dans son immeuble. Arrivé dans son appartement, Stanley se demanda ce que pouvait signifier leur présence dans la rue, en face de chez lui. Leur ami venait-il de mourir? Ou était-il à la dernière extrémité? Peut-être revenait-il déjà de l'enterrement. Tous deux portaient un complet sombre, qui était peut-être le plus beau de leur garde-robe. Stanley guetta le bruit de leurs pas dans l'escalier. Il n'entendit que la démarche lourde de la vieille dame qui habitait au dernier étage. Elle allait promener son chien tous les soirs, vers cette heure-là. Tout à coup, Stanley remarqua que ses fenêtres avaient été brisées en 1000 morceaux. Puis il vit 3 ou 4 pierres au milieu d'éclats de verre sur sa moquette. Il y avait même une pierre sur son lit. La fenêtre qu'ils avaient cassée dimanche n'avait pratiquement plus de verre maintenant. Et quand il leva les stores, il s'aperçut que sur les moitiés supérieures des fenêtres, qui étaient divisées en petits carreaux, il ne restait que 2 ou 3 carreaux en place. Il se mit à ramasser méthodiquement les pierres et les plus gros morceaux de verre qu'il jeta dans un sac en papier, puis il donna un coup de balai. Il ne savait pas du tout quand il pourrait faire remplacer les carreaux. Inutile de demander au concierge de le faire. Et se dit qu'il n'en aurait probablement pas le temps avant le week-end suivant, à moins de commander les vitres dès demain, pendant l'heure libre qu'il avait pour déjeuner. Il prit son mètre et mesura les plus grands carreaux, dont les dimensions différaient légèrement parce que c'était une vieille maison, puis des petits carreaux, et nota tous les chiffres sur un papier qu'il mit dans son portefeuille. Il pensa qu'il lui faudrait aussi acheter du mastic. Il se raidit en entendant un petit déclic dans sa serrure. « Qui est là ?» cria-t-il. Silence. Instinctivement, il eut envie d'ouvrir brusquement la porte. Puis il se rendit compte qu'il avait peur d'y aller. Il tendit l'oreille quelques instants. Il n'y eut pas d'autre bruit, et il décida de ne plus penser à ce déclic. Ce n'était peut-être qu'un effet de son imagination. Quand il revint chez lui le lendemain soir, il ne réussit pas à ouvrir sa porte. La clé entra dans la serrure, mais impossible de la faire tourner, même pas d'1 millimètre. Avait-il mis quelque chose dedans pour la coincer? Était-ce cela, le déclic qu'il avait entendu la veille au soir? Mais d'autre part, il se rappela que cette serrure lui avait déjà causé quelques ennuis environ 6 mois plus tôt. Pendant plusieurs jours, il avait eu des difficultés à l'ouvrir, et puis, elle s'était arrangée d'elle-même. Mais n'était-ce pas plutôt la serrure du magasin de son père? Il ne s'en souvenait plus très bien. Il s'appuya contre la rampe d'escalier, regardant la clé enfoncée dans la serrure, et se demandant quoi faire. La femme blonde montait l'escalier. Stanley lui sourit et dit « Bonsoir. Tiens, salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié votre clé? » « Non, La serrure est un peu dure, dit-il. « Oh, il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans cette maison, vous ne trouvez pas? » dit-elle en avançant dans le couloir. « Vous avez déjà vu une chose pareille? » « Non, » admit-il en souriant, mais il la suivit des yeux avec inquiétude. D'ordinaire, elle s'arrêtait et bavardait un peu plus longtemps avec lui. Était-elle au courant du fait qu'il avait laissé tomber la pierre?
et elle n'avait rien dit non plus de ses carreaux cassés, bien qu'elle fût restée chez elle toute la journée et qu'elle eût probablement entendu le bruit. Stanley attaqua de nouveau la serrure et tourna la clé de toutes ses forces. La serrure céda brusquement. La porte était ouverte. Il travailla jusqu'à minuit passé pour remplacer les vitres, et tout en s'appliquant, il ne cessa de penser qu'il pourrait bien, à son retour, le lendemain, les trouver de nouveau cassées. Le lendemain soir, les deux mêmes hommes, le bedonnant et le brun, qui portaient maintenant un blue jean et une chemise, se trouvaient de l'autre côté de la rue, et, à l'horreur de Stanley, ils traversèrent pour le rejoindre devant sa porte. Le type à bedaine tendit le bras et empoigna Stanley par sa veste et le devant de sa chemise. « Écoute, mec, dit-il sous le nez de Stanley, tu risques la prison pour ce que tu as fait dimanche. Tu le sais, non ? » « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » fit Stanley rapidement. « Ah, vraiment ?» L'homme le relâcha avec une poussée. Stanley arrangea sa veste et rentra dans son immeuble. La serrure résista de nouveau, mais il se jeta dessus avec l'énergie du désespoir. Elle céda lentement, et quand Stanley enleva sa clé, un filament caoutchouteux vint avec. Ils avaient bourré sa serrure de chewing-gum. Stanley essuya sa clé par terre, avec dégoût. Il ne commença à trembler qu'après avoir refermé la porte de son appartement. Puis, tout en tremblant toujours, il pensa « Je les ai eus. » Il n'osait pas s'attaquer à lui. Des carreaux cassés, du chewing-gum, et après, il n'était pas allé trouver la police. Il avait menti, bien sûr, en disant qu'il ne savait pas de quoi il parlait, mais il avait bien fait de répondre comme ça, après tout. Naturellement, il n'aurait pas menti à un policier, mais il n'avait pas encore amené la police. Stanley commença à se sentir mieux. Qui plus est, il constata que ses vitres étaient intactes. Il en conclut que le rouquin traversait probablement une situation critique qui se prolongeait. Ces hommes se comportaient un peu comme des vaincus, pensa-t-il. Ou bien préparait-il une nouvelle offensive, plus sévère cette fois ? Il aurait bien aimé savoir si le rouquin était à l'hôpital ou s'il allait et venait normalement. Et puis, il n'était pas impossible non plus qu'il fût mort, se dit Stanley. Peut-être ses amis n'étaient-ils pas tout à fait sûrs que c'était lui qui avait laissé tomber la pierre ? Par exemple, M. Collins, qui habitait au-dessus, aurait très bien pu le faire aussi. Et peut-être devait-on attendre d'abord une enquête de la police. Le jeudi soir, il croisa M. Collins dans l'escalier en rentrant chez lui. M. Collins partait au travail. Stanley trouva le bonsoir de M. Collins plutôt froid. Il se demanda si M. Collins avait entendu parler de la pierre, et s'il le considérait comme un assassin, ou du moins comme une espèce de malade mental, pour avoir ainsi jeté une pierre de 5 kilos sur la tête de quelqu'un. Le samedi arriva, et Stanley travailla toute la journée dans la quincaillerie de son père, puis alla au cinéma, et rentra chez lui vers 11 heures. 2 petits carreaux, en haut des fenêtres, étaient cassés. Stanley se dit que les dégâts n'étaient pas trop importants, et qu'il pouvait attendre que le temps ait fraîchi pour les remplacer. Il n'aurait même rien remarqué s'il n'avait pas délibérément vérifié l'état de ses fenêtres. Le dimanche, il fit la grasse matinée, parce qu'il s'était senti très fatigué la veille. Il était presque 1 heure de l'après-midi quand il installa son chevalet. Il avait l'intention de peindre l'espace entre 2 immeubles où se dressait un arbre qu'il pouvait voir directement de sa fenêtre au-dessus du terrain vague. Il se dit que ce dimanche serait peut-être un bon dimanche pour peindre, parce que les joueurs de baseball ne viendraient sans doute pas. Stanley se figurait que leur enthousiasme devait être refroidi ce dimanche, assez du moins pour qu'ils aillent chercher un autre terrain, libre pour leur jeu. Il n'avait pas complètement fini de dessiner son tableau au fusain sur la toile quand il les entendit. Un moment, il crut que cela venait de son imagination, qu'il était victime d'une hallucination auditive, mais non. Il les entendit encore plus clairement dans le passage. Leur forme particulière de morne forfanterie perçait à travers leur murmure, ce murmure collectif, aussi reconnaissable pour Stanley qu'une seule voix familière. Stanley
attendit à sa fenêtre, un peu en retrait. « Ok les gars, allons-y. Wouhou !» C'était de la pure provocation. Un défi lancé à quiconque oserait leur contester le droit de jouer sur ce terrain. Stanley se rapprocha de la fenêtre et écarquilla les yeux pour chercher le rouquin. Oui, le voilà. Il était là. Il portait un bandage au sommet de la tête. Mais à part cela, il avait l'air plus énergique et plus brutal que jamais. Pendant que Stanley l'observait, il lança un gant de baseball sur un de ses compagnons penché en avant et l'atteignit en plein sur les fesses. Éclat de rire braillard et rauque. Puis, une voix venant d'en haut. « Bon Dieu de bon Dieu, vous n'avez pas bientôt fini de faire les gamins? Fichez-moi le camp! On vous a assez vu dans le secteur. » C'était la femme blonde, et Stanley comprit que M. Collins n'allait pas tarder à intervenir. « Oh, économiste à salive! Allez, descends jouer avec nous, poulette !» Il y avait un nouveau défi dans leur voix aujourd'hui. Ils criaient plus fort. Ils étaient déterminés à gagner. En fait, ils avaient déjà gagné. Ils étaient revenus. Stanley s'assit sur son lit, abasourdi, déçu, avec l'impression soudaine d'une immense fatigue. Il était content que le rouquin ne fût pas mort. Et pourtant, en même temps que son soulagement, il sentit monter en lui de l'agressivité et de l'amertume qui venaient d'une vague de larmes réprimées. « Par ici, Joey, par ici! Hé, Frankie, regarde !» Stanley se boucha les oreilles avec les mains, souleva les pieds et les posa sur le lit et ferma les yeux. Il était couché en chien de fusil, les jambes remontées, et essayait de rester parfaitement calme et immobile. Pas la peine de se battre, se disait-il, inutile de se battre, inutile de pleurer. Alors, une idée lui vint, et il s'assit brusquement. Si seulement il avait remis en place les buissons de la haie. À présent, il était trop tard, supposa-t-il, car ils étaient par terre depuis une semaine. Mais comme il regrettait de ne pas les avoir replantés. Rien que ce geste de défi, juste cette parcelle de beauté qu'il leur aurait lancée, une fois encore, à la figure.